Georges Pompidou naît le 5 juillet 1911 à Montboutif en Auvergne. Son père, professeur d'espagnol à Albi, et sa mère également dans l'enseignement, le jeune Georges est ainsi fils d'enseignant. De famille paysanne cantalienne très modeste, ses parents admirent Jean Jaurès, figure majeure du socialisme français. Son père milite à la SFIO, ce qui aurait conduit Georges Pompidou à faire de même dans sa jeunesse. Il commence sa scolarité à Albi, après que son père y soit nommé enseignant. Jeune homme qu'on peut caractériser de dilettant, ça reste un élève brillant. Obtenant un premier prix au concours général de grec, il restera très attaché au pays d'origine de sa famille et se référera constamment aux valeurs de l'école républicaine, droiture et travail. On sait très souvent, quand on voit la carrière de Georges Pompidou, quand on voit surtout le profil de l'homme, qu'il a été l'un des derniers présidents, disons, humanistes. J'aurais tendance en tout cas à penser qu'il est même dans le monde entier un des derniers hommes d'État, un des derniers hommes de gouvernement, qui ne soit pas passé par les classes de la science politique ou de la science économique. C'est particulièrement important en ce qui le concerne de noter qu'il est venu au pouvoir, à la politique, aux affaires, comme on disait du temps du général de Gaulle, par l'école du latin, de la poésie, des belles lettres. Les humanités. Des humanités. Après avoir passé son baccalauréat au lycée La Pérouse d'Albi, il étudie en classe préparatoire littéraire à Toulouse, puis à Paris au lycée Louis-le-Grand. Il se passionne pour la littérature et la politique, en particulier pour la SFIO, où il admire Joseph-Paul Boncourt, un homme politique français et diplomate, membre du Parti socialiste et ensuite de la SFIO. Admis en 1931 à l'école normale supérieure, il est reçu premier à l'agrégation de lettres en 1934. Il aurait alors hésité entre une carrière dans la haute fonction publique et dans les lettres. Il effectue ensuite son service militaire au 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand en qualité d'officier de réserve. À partir de 1935, il enseigne comme professeur de français, latin et grec au lycée Saint-Charles de Marseille. Il se mariera la même année avec Claude Cahour, sa femme qui l'accompagnera jusqu'à sa mort. En 1938, il est nommé professeur à Paris au lycée Henri IV, où il est chargé de classe de lettres supérieures. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé en 1940. Parlant allemand, il est nommé officier de renseignement dans son régime qui opère en Allemagne, Alsace et Bretagne, lors des combats de la Somme. Il sera ensuite décoré de la Croix de guerre. Le jeune lieutenant est démobilisé après la bataille de France et revient alors donner ses cours au lycée Henri IV. Il obtient en septembre 1944, par le biais d'un ami gaulliste, René Brouillet, un poste de chargé de mission pour l'éducation nationale au cabinet du général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, dont il devient progressivement un homme de confiance en nouant avec lui des liens d'amitié. Après le départ du général en 1946, il rentre au Conseil d'État, mais reste un des proches conseillers de Gaulle en vue d'un futur retour au pouvoir. Pendant cette période, il sera directeur du commissariat au tourisme de 1946 à 1949 et dirige le cabinet du général jusqu'en 1953. Entre avec l'appui de René Fillon à la banque Rothschild en 1954. Restant en bon terme avec le général, il ne semble plus faire de politique et mène une vie culturelle riche. Finalement, lors du retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, il sort de l'ombre en devenant son directeur de cabinet jusqu'à son installation à l'Élysée. Il y joue un rôle primordial dans la préparation de la nouvelle constitution de la Ve République et l'assainissement de l'économie avant l'entrée de la CEE, Communauté économique européenne. Il est nommé en mars 1959 au Conseil constitutionnel où il siège jusqu'en 1962 à la demande de Gaulle. Il entre en contact avec le FLN, préparant ainsi les accords d'Évian. Après les accords d'Évian, il est nommé Premier ministre. C'est un quasi inconnu que nomme le général de Gaulle pour succéder à Michel Debré. Sa carrière faillit s'interrompre quand, à l'été 62, il mit sa démission en jeu pour obtenir du général de Gaulle la grâce du général Jouhaud, l'un des putschistes d'Alger, qui aurait dû être fusillé après sa condamnation à mort. Pompidou montre du caractère à l'homme qui a libéré la France et envisage sérieusement d'aller plus loin en politique. Georges Pompidou, en pleine période des 30 Glorieuses, caractérisée par une forte croissance économique, est aux yeux d'une partie des Français le symbole du renouveau et de la modernisation de la France des années 60. Son nom est lié au XXe siècle, à l'industrialisation du pays. Entre 62 et 68, il dirige 4 gouvernements et détient le record de longévité à Matignon sous la Ve République. Avec plus de 6 années consécutives à la tête du gouvernement, son action est marquée par de grands projets, la création des préfets de la région, la réorganisation de l'Île-de-France, le développement du réseau autoroutier,
le lancement du premier satellite français et le projet de l'aéroport de Roissy. Il défend fermement les institutions de la Ve République face à l'opposition, notamment François Mitterrand. Les événements de mai 68 constituent un tournant. Pompidou choisit l'apaisement et la négociation avec les syndicats, notamment lors des accords de Grenelle. Malgré son rôle central dans la gestion de la crise, ses relations avec De Gaulle se tendent. Il quitte finalement Matignon en juillet 68 après la démission de Charles de Gaulle en avril 69. Georges Pompidou se déclare candidat à l'élection présidentielle. Soutenu par l'UDR, le grand parti gaulliste de l'époque, il arrive en tête du premier tour et est élu président le 15 juillet 69 avec plus de 58% des voix. Monsieur Georges Pompidou sort victorieux de cette élection nationale avec 57,78% des suffrages exprimés. Élu président de la République pour 7 ans. À l'Élysée, Pompidou poursuit une politique de modernisation. Il nomme Jacques Chaban-Delmas Premier ministre et lance la relance de la Haye, destinée à redynamiser la construction européenne. Il assouplit la politique d'indépendance gaullienne, accepte l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE, Communauté économique européenne, et renforce les liens avec les États-Unis et l'URSS. Sous son mandat, la France se transforme. Création du SMIC, développement du nucléaire, grands projets industriels comme Airbus et lancement du futur centre Pompidou. Visionnaire, il est aussi le premier président à alerter sur les dangers écologiques dès 1970. Avant son élection à la présidence de la République, Georges Pompidou se plaint de fatigue et de maux de tête, puis de saignements de nez et d'états grippaux. Des examens révèlent qu'il est atteint par la maladie de Waldenström. À partir de début 73, la maladie et ses traitements rendent son visage très gonflé et ralentissent sa démarche. Le président qui est assis dans son fauteuil écoute ça, sans broncher, un peu enfoncé dans son fauteuil, un peu pâle, mais toujours se contrôlant, et dit d'une voix pas très forte, ça veut dire je suis foutu. Son changement d'apparence surprend lors de ses entretiens avec des dirigeants étrangers. Malgré les pressions, la presse française évoque la santé du président. Il se consacre alors surtout à la politique étrangère, limite ses déplacements et délègue de plus en plus, notamment au secrétaire général de la République, Édouard Balladur. Alors que les rumeurs sur son état se multiplient, la communication de l'Élysée se veut rassurante. De simples grippes sont évoquées lors d'une conférence de presse. Georges Pompidou annonce même qu'il envisage de briguer un second mandat en 1976. J'imagine qu'en quelques instants, cet homme d'une grande intelligence voit un film se dérouler devant ses yeux, voit « j'ai gagné les élections, je suis président de la République » et on m'annonce que ma vie va disparaître. C'est impensable. La mort de Pompidou surprend tout le monde et interrompt son mandat après 4 ans et 9 mois seulement. Son épitaphe est rédigée ainsi. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. Une polémique se développe ensuite au sujet du secret autour de sa maladie et la classe politique convient alors que les futurs présidents de la République devront rendre compte de leurs états de santé. Georges Pompidou était atteint d'une maladie rare du sang, la maladie de Waldenström. Longtemps tenue secrète, elle affaiblit progressivement le président, sans toutefois empêcher d'exercer ses fonctions jusqu'à sa mort en 1974. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez la moindre remarque, qu'elle soit positive ou surtout négative, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Restez branchés pour le 3e épisode qui s'annonce très méchant.